ça va se remplir. Mais c'est pour vous, c'est pour vous. Hein. Moi, je veux que vous ayez du succès. Donc la question de lancement, c'est que moi j'ai demandé qu'est-ce qui fait le terreau des populismes. Oui, mais je vais développer. D'accord. J'y vais, les amis. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus assister à cette table ronde. Vous en avez vu le titre. Je pense que pour tous ceux qui ont appris que la thématique de ces rendez-vous de l'histoire portait sur l'Italie, très très vite, l'idée s'est presque imposée de nourrir une réflexion sur ce thème qui n'est pas une réflexion sur le populisme. On pense tout de suite, évidemment, à Matteo Salvini, à ce que représente le populisme en Italie, mais qui se veut une réflexion un peu plus précise, un peu plus profonde sur cette idée d'en appeler au peuple, de représenter le peuple, de s'exprimer au nom du peuple, tel qu'on a pu la trouver sous des formes très diverses dans l'histoire italienne, et aussi d'ailleurs dans l'histoire française, pour être un spécialiste, en tout cas un connaisseur de la période du boulangisme, dans les années 1880, j'ai pu mesurer à quel point cette idée de l'appel au peuple, c'est ainsi que se désignait Boulanger, cette idée est une idée qui a été importante, qui a nourri une partie de la culture politique française. Et justement, notre idée dans cette table ronde, c'est de mesurer à quel point ces thématiques, évidemment adaptées à toutes les époques de cette histoire, ont pu marquer l'imaginaire et les pratiques politiques italiennes. Donc ce sera le thème de cette table ronde, avec, me semble-t-il, les meilleurs spécialistes capables de la traiter, et avec cette particularité que nous allons rechercher dans l'Antiquité romaine les prémices justement de cette idée du recours à l'idée de peuple, cette idée de s'exprimer au nom du peuple, je le répète, qu'on aurait tendance à associer à la période immédiatement contemporaine. Et nous le ferons avec l'un de mes collègues de l'Université d'Orléans, éminent, qui s'appelle Arnaud Suspène, qui est à droite, à l'extrême droite, mais c'est simplement géographique, et c'est par rapport à moi, donc ça n'a aucune signification. Nous le ferons aussi avec sans doute, mais même sûrement la grande spécialiste de l'Italie du 19e siècle, en France en tout cas, qui est Catherine Brice, qui enseigne à l'université de Créteil et qui est une grande spécialiste de ces questions, de la construction de l'identité italienne, des rituels politiques italiens et maintenant de l'exil, dont elle est aussi de plus en plus spécialiste. Puis nous en parlerons aussi avec quelqu'un qui va arriver dans quelques minutes et qui est Marianne Matar-Bonucci, qui est elle aussi une très grande spécialiste de l'Italie. En France, on a vraiment là, je pense, les meilleurs spécialistes français de l'Italie contemporaine. Marianne Matar-Bonucci, grande spécialiste du fascisme, du totalitarisme fasciste, puisque c'est le titre de son dernier livre, qui est, je crois, de 2018, et qui enseigne par ailleurs à l'Université de Paris 8. Et puis pour terminer la table ronde, last but not least, Marc Lazare, qu'on ne présente plus puisque c'est alors lui aussi, pardon, mais je suis obligé de dire le grand spécialiste de cette histoire italienne depuis 1945, histoire politique qu'il connaît à merveille, qu'il commente aussi beaucoup dans les médias français ou italiens. Et Marc a produit très récemment un ouvrage qui est évidemment centré en partie d'ailleurs sur ces questions, qui s'appelle La Peuplocratie, un essai sur les métamorphoses de notre démocratie chez Gallimard, qu'il dédicacera demain, je crois. Et Marc Lazare est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po. Il dirige le Centre d'histoire contemporaine de Sciences Po et connaît bien sûr à merveille toutes ces questions italiennes.
Donc avec ces spécialistes éminents, que je me contenterai de vous présenter, eh bien, on va se poser un certain nombre de questions pour comprendre comment peut surgir comme ça cette idée d'en appeler au peuple à tel ou tel moment de l'histoire italienne. Et pour cela, c'était intéressant, me semble-t-il, de remonter justement dans cette histoire très ancienne, cette histoire de la République romaine, où, dans une période finalement assez identifiée, cette idée d'en appeler au peuple, ce qu'on appelait les populares, a pu certainement que le prononçais-je très mal, cette idée-là est apparue dans la vie politique romaine. Et pour ça, la première question que je vais poser aux 4 membres de cette table ronde, c'est sur quel terreau, dans quel contexte d'une société donnée, contexte social, de rapport de force entre des catégories sociales, contexte militaire, contexte d'identité nationale, même si ce mot est très souvent anachronique, sur quel terreau donc peut se constituer ce type de discours qui en appelle au peuple justement. Et je pose d'abord la question évidemment à Arnaud Suspenne de l'Université d'Orléans. Merci Jean. Oui, la notion de peuple, elle est très ancienne et en Italie, elle évoque évidemment des souvenirs très anciens, très lointains, qui résonnent encore aujourd'hui pour les Italiens et pour nous aussi de manière plus large en Europe. Et il faut d'abord se poser la question de ce qu'on entend par peuple, parce que ce n'est pas une notion si simple que ça. Vous avez une définition sociale, une définition juridique, et pour les Italiens et pour les Latins, pour le peuple romain au départ, vous avez une notion juridique qui est d'abord le peuple en tant qu'ensemble de citoyens, c'est-à-dire ensemble de personnes qui ont un statut juridique défini, reconnu par la cité, par l'État. Donc vous avez cette notion-là qui est très importante et elle est très organisée à Rome puisque vous avez des outils de distribution de ce peuple qui sont pilotés par l'État. Donc quand on fait un appel au peuple, on parle à ce peuple-là. Et il faut distinguer ce peuple-là de la notion de plèbe, qui à Rome est autre chose. C'est aussi une notion juridique, ce n'est pas non plus une notion de fortune ou une notion sociale. On est plébéien quand on n'est pas issu de la noblesse de sang romaine, qui sont les patriciens. Donc il faut distinguer le peuple et la plèbe qui s'opposent ainsi de manière juridique. Le peuple, c'est aussi à Rome quelque chose qui quand même a une histoire, c'est-à-dire c'est pas un peuple abstrait. Vous avez une vision contractualiste du peuple qu'on trouve parfois chez Cicéron, mais c'est aussi un peuple qui a une histoire et qui a une géographie. C'est le peuple de Romulus, c'est le peuple d'une cité qui a été fondée avec un fondateur qui est devenu Dieu, qui est Quirinus, et donc qui s'appelle les Quirites. Et donc vous avez un peuple qui a une histoire et qui est attaché à la ville des 7 collines. Et ça, c'est une dimension qui est très intéressante aussi, parce qu'elle va s'ouvrir, comme vous le savez, puisque le peuple romain finira par recouvrir l'ensemble de la Méditerranée. Et enfin, le peuple, ça a un sens aussi, donc si vous voulez, un sens juridique, un sens politique, un sens géolocalisé, si l'on peut dire, et daté, historicisé, disons. Je n'ose pas dire que qu'il y a un véritable substrat ethnique, mais disons qu'il y a une identification de ce peuple à ses propres yeux. Et puis c'est aussi une notion institutionnelle, parce que le peuple, c'est le fonctionnement des assemblées. Et donc, quand les assemblées se réunissent, les comices, etc., c'est le peuple qui s'exprime. Et à ce titre-là, le peuple est un agent de souveraineté à Rome. Vous avez le peuple qui a un empire romain, et l'empire romain, qui a un empire, et l'empire de Romain, si vous voulez, c'est d'abord l'empire du peuple romain. Ça existe sous la République, et ça existe ensuite. Donc vous voyez que le peuple est l'objet de définitions variées, et la difficulté pour les Romains, c'est de savoir de quel peuple on parle et à quel peuple on fait appel. C'est-à-dire que vous allez avoir des aristocrates qui vont considérer qu'ils font appel au peuple quand ils obtiennent une simple ratification des comices de type institutionnel. Et là, pour eux, ils sont en train de défendre la souveraineté du peuple. Inversement, vous allez avoir des personnes de sensibilité plus popularistes, comme l'a dit Jean, qui considèrent qu'on doit empêcher les magistrats d'avoir un pouvoir trop fort vis-à-vis des citoyens
et de perturber justement le fonctionnement des comices. Donc, vous voyez, et là, ça va être un autre type de fonctionnement. Donc, vous avez ces diverses notions, et ces diverses notions vont être déséquilibrées, et c'est là qu'on arrive à des éléments de contexte dont tu parlais, Jean, par la conquête d'une Méditerranée de plus en plus large, qui va déséquilibrer les espaces et qui va déséquilibrer les populations en donnant des moyens nouveaux dont le peuple va vouloir prendre sa part. Or, à Rome, vous êtes dans une société très hiérarchisée, avec des groupes bien identifiés, qui n'ont pas les mêmes attributions, une hiérarchie qui est admise par tout le monde et qui n'est pas remise en cause même parmi les popularistes, mais il va y avoir des aspirations que le peuple va éprouver et qui vont être exprimées, vocalisées par un certain nombre d'acteurs, donc dans un contexte en fait de succès militaire et diplomatique. Donc voilà le cadre général et voilà les déséquilibres qui pèsent sur les grandes structures de la République romaine. Merci Arnaud. Et tu nous fournis l'enchaînement tout trouvé, car à l'époque du 19e siècle qu'étudie Catherine Brice, et autour notamment de ce président du Conseil qui s'appelait Crispi et qui a sans doute développé à ce moment de son pouvoir une idée justement de gouverner avec le peuple ou au nom du peuple, il y a précisément pour Crispi une acception très différente justement de ce que peut être le peuple, et ça fait partie peut-être des malentendus ou de la complexité de notre sujet. Mais il y a aussi un terreau, et ce terreau, il faut en parler avec Catherine. Oui, alors pour le 19e siècle, ce qu'on peut appeler l'appel au peuple est assez, je veux dire, peut-être un peu ambigu, puisqu'on est dans le cadre de la formation d'une Italie unifiée, donc il y a la notion de peuple qui pourrait être celui de la nation italienne, et puis la notion politique de peuple, qui est peut-être plus au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, effectivement, choisir Crispi, c'est pas une mauvaise idée, sauf qu'il n'est pas très connu en France. Pourquoi ? Parce que cet homme d'État italien, d'origine sicilienne, est quelqu'un qui a parcouru le 19e siècle avec des options, disons, politiques assez différentes par rapport, justement, au peuple. C'est quelqu'un qui a commencé comme républicain, proche de Mazzini, de Giuseppe Mazzini, et toute sa jeunesse fut une jeunesse de révolutionnaire, de conspirateur. Il mena une vie d'exilé, entre autres à Malte, puis en 1860 dirigea l'expédition des Mides avec Garibaldi pour prendre la Sicile, puis le royaume des deux Siciles, c'est-à-dire le sud de l'Italie. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que Crispi, après cette phase révolutionnaire un peu échevelée, où justement l'idée du peuple est celle d'un peuple républicain, appelant à la souveraineté populaire, eh bien finalement va changer de position, va d'abord s'inscrire dans les institutions du jeune royaume d'Italie, c'est-à-dire il va devenir député, puis même à partir de 1865, faire cette déclaration qui montre bien l'ambiguïté du personnage. Il va déclarer, dans le cadre de l'unification de l'Italie, donc je vous rappelle, elle n'est pas totalement unifiée en 65, il reste encore Rome, la monarchie nous unira, la République nous diviserait. Et à partir de ce moment-là, Crispi va en fait s'employer, comme homme politique, à nationaliser le pays. Et pour ce faire, il va chercher à nationaliser la monarchie, car, vous le savez, la monarchie est d'abord la monarchie piémontaise, celle du Piémont-Sardaigne, qui peine à se faire adopter par l'ensemble des Italiens, et en particulier qui peine à se faire adopter par l'Italie du Sud. À partir de là, Crispi va avoir un rôle de tout premier plan, comme président du Conseil, par 2 fois. Il va mettre en place toute une série de réformes fondamentales pour cette nationalisation du pays. On y reviendra peut-être un petit peu. Et en même temps, et c'est peut-être là ce qui nous rapproche finalement de notre fil commun, va renforcer considérablement l'exécutif en légiférant par décret et en contrôlant l'opinion publique. Enfin, dernier point, Crispi a une politique étrangère qui est une politique étrangère qui est autant destinée à préserver les intérêts
diplomatique et géostratégique de l'Italie, qu'a essayé, avec sa politique coloniale, de rassembler autour de l'Italie une opinion publique à la recherche d'une visibilité internationale, puisque l'Italie, arrivée tardivement, je dirais, sur le marché colonial, n'a pratiquement plus rien à se mettre sous la dent. Ce qui d'ailleurs mettra un terme à sa période politique, puisque la défaite d'Adoua va, en 1896, l'obliger à démissionner. Donc vous voyez que ce personnage, par rapport à l'appel au peuple, va évoluer. Et sa vision du peuple va être extrêmement différente entre la première période républicaine et mazzinienne, parce que Mazzini a aussi une vision du peuple particulière, Dieu et le peuple. Enfin, c'est une vision qui n'est pas que républicaine, mais petit à petit, cette vision du peuple va se transformer en un intérêt particulier porté à l'opinion publique, au rôle de la presse, on y reviendra peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, puis, comme je le disais, cette politique extérieure qu'on pourrait qualifier de populiste, puisqu'elle sert d'abord à cimenter un sentiment national italien. Donc, si on entend un rapport au peuple qui mêle exécutif fort d'un côté et volonté de création d'une nation, c'est-à-dire le peuple érigé en nation, et non plus uniquement la souveraineté populaire, on a là, je crois, avec Crispi, un exemple qui est assez intéressant et en même temps un peu en décalage, je crois, avec ce qui va se passer après, même si, pour certains, Crispi a été un peu, on peut dire, l'anticipateur de Mussolini. Et c'est un point sur lequel il y a eu pas mal de discussions. Je crois que c'est faux, mais ça a permis quand même de diaboliser un peu la figure de Crispi en l'inscrivant dans une espèce de continuité avec le mussolinisme. Eh bien, Catherine nous fournit de manière très, très, très subtile cet enchaînement avec la période de Mussolini, bien sûr, dont Marianne Mattard est une grande spécialiste. Et on pourrait lui poser d'emblée cette question de l'évolution, justement, de la notion de peuple dans la pensée de Mussolini, comme ça avait été le cas pour Crispi, parce que entre le socialiste de l'Avanti, qui était Mussolini, et ensuite le fasciste, je suppose qu'il y a justement une évolution. Et je voudrais revenir aussi quand même à la thématique originelle de ce premier tour de table, qui était sur quel terreau se déploie justement un discours populiste comme celui de Mussolini. Alors voilà ton cahier des charges. Bien, alors je ne sais pas si pendant les 10 minutes, vous avez réussi à débrouiller et à définir cette notion complexe qu'est le populisme, mais très provisoirement, Marc Lazare a écrit un livre à ce sujet. Si on pense que le populisme, c'est une forme de style politique, Marc a beaucoup insisté dans son dernier livre à ce sujet, mais peut-être aussi une stratégie donc visant à arriver au pouvoir en invoquant le peuple et en parlant au nom du peuple, il y aura effectivement une dimension de populisme donc, dans le fascisme. Mais le fascisme ne se confond pas avec le populisme, on en parlera tout à l'heure. Alors le terreau, je pense que chacun le sait, il est d'une certaine façon un peu plus favorable, puisque c'est dans l'après-guerre que le fascisme arrive au pouvoir. Après un moment où on a combattu au nom du peuple et grâce au peuple, le peuple qui, dans l'ensemble, s'est plutôt bien comporté en Italie, il n'y a pas eu de phénomène d'insoumission de masse, mais le peuple qui avait quand même été pas très bien traité par les généraux, et après la défaite de Caporetto, eh bien, on a considéré que le peuple ne pouvait pas seulement être une masse de manœuvre justement destinée à finalement mener des batailles, mais qu'il fallait peut-être faire quelques concessions. Et la guerre a été importante pour ça, parce que les élites ont pris conscience que sans le peuple, on ne pourrait sans doute pas arriver à la fin de cette guerre, et des promesses ont été faites, notamment des promesses de partage des terres incultes pour la paysannerie, pour faire en sorte que les hommes tiennent donc au combat. Alors,
cela constitue indéniablement une forme de terreau. Et l'autre élément, je crois, important, c'est la situation de crise donc, dans laquelle se trouve l'Italie après la guerre, où le peuple, précisément les masses, commencent à exister en tant que telles, avec un mouvement social en Italie qui se développe de manière très importante, qui crée un sentiment de peur auprès des élites, donc, qui en plus ont l'épouvantail de la révolution bolchevique qui intervient, je dirais, qui accentue cette peur. Et il apparaît véritablement donc, que les masses, le peuple, et les choses sont relativement équivalentes, eh bien, va désormais faire entendre sa voix donc, dans la vie politique. Je ne sais pas si Catherine l'a rappelé, mais en fait, les premières élections au suffrage universel total masculin ne datent que de l'après-guerre. Il y a eu avant un suffrage censitaire qui s'est progressivement élargi. Donc le peuple n'est pas encore totalement entré en politique. Voilà, donc le peuple effectivement est présent parce qu'on comprend que c'est une force au fond qui va être un acteur de l'histoire. Et Mussolini parle au nom de ce peuple des tranchées. Il avait écrit un article qui s'appelait « La tranchéocratie » avec l'idée que justement, il fallait substituer à l'aristocratie une autre aristocratie qui est celle du peuple. Je vois que tu me fais des signes, donc je pense que j'ai épuisé mon temps, non ? Bon, alors, donc, le peuple est là comme une évidence après cette grande guerre, et le peuple, évidemment, est au cœur de la stratégie de Mussolini, qui a lu Sorel, qui a lu Le Bon, qui sait qu'on est entré dans l'ère des masses, donc, et qui sait que l'on peut manipuler aussi ces masses à condition donc de leur faire miroiter un certain nombre de rêves et d'objectifs. C'est ce qu'il va faire. Le journal qu'il crée s'appelle Il Popolo d'Italia, Il Popolo d'Italia, donc c'est dire l'importance que ça a. Et dans les premiers programmes du fascisme, il y a une dimension populiste qu'on retrouve d'ailleurs, je crois, dans les populismes d'aujourd'hui, qui est cette idée qu'il faut essayer de tracer une voie moyenne entre le socialisme et le capitalisme, donc, et qu'il faut essayer précisément de dépasser les différences de classe au service donc d'un idéal qui est celui de la nation. Et nation et peuple vont être parfaitement synonymes donc, dans l'idéologie fasciste. Voilà, je m'arrête là pour le moment. Les questionnements que tu poses, évidemment, vont se retrouver dans notre époque plus contemporaine, celle que traite Marc Lazare. On a eu l'impression, avec l'émergence du mouvement 5 étoiles et la montée en puissance de la Ligue, que précisément ressurgissait dans l'histoire italienne ce discours au nom du peuple, ou de l'appel au peuple, ou de « je parle pour le peuple ». Est-ce que pour toi, Marc, c'est une réalité objective, ou est-ce que c'est aussi un peu un trompe-l'œil, parce qu'au fond, c'est un discours qui, en filigrane, a parcouru aussi une culture politique depuis 1945 ? Alors ça fait une question supplémentaire. Oui, mais c'est pour que tu précises le terreau, justement. Ouais, absolument. Alors, d'abord, je crois qu'il faut essayer, en tout cas pour les populismes les plus contemporains, d'essayer de définir ce qu'on entend, et c'est très compliqué parce qu'il y a une énorme production sur cette question du populisme. Mais pour cette première intervention, je pense que le populisme est effectivement pour moi plus un style, et c'est un style qui va qui repose sur un certain nombre de principes qu'on connaît, c'est-à-dire le fait qu'il y aurait une opposition terme à terme entre un peuple supposé homogène et une classe dirigeante tout aussi supposée homogène et qui complote en permanence contre le peuple, qu'il n'y a pas de problème compliqué mais que des solutions simples, qu'il y a une temporalité de l'urgence, et une critique, mais je vais y revenir, de facto de la démocratie libérale et représentative, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les populismes contemporains, donc dans nos démocraties. Or, le style populiste déséquilibre
le système tel qu'il est fondé dans une démocratie libérale et représentative. C'est-à-dire, il y a 3 pôles, pour aller vite. D'un côté, il y a le pôle du peuple, la souveraineté populaire. Il y a ensuite les leaders et les partis politiques. Et puis, il y a le 3e pôle qui est le Parlement. Or, le déséquilibre consiste précisément à faire appel à l'un de ces pôles, c'est-à-dire l'appel du peuple par des leaders, qui d'ailleurs très souvent marginalisent même le parti politique, pour exprimer que ce peuple-là possède une souveraineté populaire qui est sans limite, qu'on peut donc bousculer les institutions du Parlement. Et ça, c'est du coup, effectivement, il faut faire un appel au peuple. Alors, cet appel au peuple, c'est vrai, dans le cas italien, bon, déjà, on le sent bien dans ce qu'on vient d'indiquer, notamment, avec toutes mes excuses pour mon collègue antiquisant, pour la partie 19e et 20e siècle, qui a eu effectivement plusieurs épisodes de populisme en italien, quand bien même, je suis tout à fait d'accord avec Marianne, le fascisme ne se résume pas au populisme, mais il y a justement une composante de style populiste, et tu l'as dit Catherine aussi, dans Crispi, dans des conditions, dans un contexte bien précis. Et puis on pourrait prendre d'autres exemples. Au lendemain de la guerre, ce qu'on a appelé le mouvement qualunquista de l'homme quelconque, on pourrait même dire les maoïstes dans les années 60, on pourrait multiplier des exemples de ce style populiste. Mais il s'épanouit dans la période la plus récente, et ce qui permet de faire 2 réflexions. D'abord, d'essayer de comprendre que quand ces populistes parlent du peuple, ils ne parlent pas du même peuple. Et moi, j'étais très intéressé par vos distinctions, parce que je vais faire des définitions, et vous m'en excuserez, parce que je vais extrapoler ce que vous, les antiquisants, nous dites sur le peuple dans l'Antiquité romaine, et comment moi je le conçois. Il y a ceux qui en appellent au peuple, moi j'appelle ça, vous m'en excuserez, la plebs, mais c'est-à-dire les gens, la gente en italien, la gente en espagnol, the common people en anglais. C'est-à-dire, ça c'est le peuple qui a des vertus lui-même, c'est dans la conversation de café, comme on dit en Italie, la conversation du bar, une profonde vérité, il y a tous pourris, tous corrompus, etc. Il y a le peuple dans sa dimension politique. Alors moi je dis, c'est le populus, mais à l'époque contemporaine, c'est-à-dire le peuple conscient, citoyen, politisé, actif. Et puis, ça, alors, le premier, c'est plutôt la Ligue, Matteo Salvini. C'est des distinctions idéales typiques. Le deuxième, c'est plutôt le mouvement 5 étoiles, qui en appelle justement aux citoyens qui seraient particulièrement politisés, d'ailleurs qu'on peut consulter en permanence sur les réseaux sociaux. Puis il y a le peuple pour Berlusconi, ce n'est pas la même chose, c'est le peuple des consommateurs. C'est celui auquel on offre la télévision et le divertissement, la possibilité de s'enrichir. C'est le peuple pour Berlusconi, c'est Six, Sex, Son and Television. C'est ça le peuple pour Berlusconi. Et donc, c'est des définitions différentes. Mais c'est vrai qu'il y a un point commun, et c'est là où moi je retrouve Catherine et Marianne, c'est l'association très étroite du peuple et d'une certaine conception de la nation. Ça oui, et c'est-à-dire la prééminence de la nation, et dans notre période contemporaine, du coup, ça aboutit bien sûr à une critique de la construction européenne. Alors, plus ou moins organisée, plutôt souple chez Silvio Berlusconi, beaucoup plus dur avec le mouvement 5 étoiles et avec la Ligue. Voilà pour une première intervention. Oui, d'autant plus utile que finalement, tu nous fais entrer dans le deuxième table ronde, deuxième tour de table que je voulais vous proposer, qui concernait précisément la manière dont ce discours va percuter, va convaincre, va séduire le peuple. C'est-à-dire quelle est la mécanique de ce discours, quelles sont les thématiques qui vont percuter, qui vont séduire, justement, comme le faisait, là encore, je suis obligé d'y revenir, mais le général Boulanger, on voyait très très bien. Alors, il axait son discours sur la répudiation des élites, la critique du monde parlementaire, sur l'ultranationalisme, on l'appelait le général Revanche, et puis aussi sur un enjeu institutionnel qui s'appelait dissolution, révision constituante, justement à mettre de côté la démocratie représentative en réalité. On rejoint ce que disait Marc tout à l'heure. Donc voilà, ma deuxième proposition pour ce deuxième tour de table, ce serait de voir un peu comment cette mécanique-là de discours au nom du peuple, je dis bien pas de discours populiste, au nom du peuple, comment elle se met en place dans vos différentes périodes.
Oui, alors pour l'Antiquité, il y a cette difficulté que les mots sont souvent communs aux courants qu'on dit popularistes, c'est-à-dire ceux qui parlent plutôt pour le respect du peuple, et aux courants qu'on appelle optimates, qui parlent plutôt pour l'autorité du Sénat. Les deux, en fait, s'opposent sur une conception de la liberté. La liberté, pour les popularistes, ça fait partie des grands thèmes, c'est le libre fonctionnement des institutions et la protection contre l'arbitraire des magistrats. La liberté, pour les optimates, c'est quand le Sénat peut fonctionner librement, mais que surtout son autorité est respectée. Et donc, il y a un accord fondamental sur le caractère cardinal de la notion de liberté, qui est fondamentale pour Rome. Simplement, vous allez avoir une tendance populaire de l'interprétation et une tendance optimate de l'interprétation. Et ça va se voir aussi de manière très claire, là on va retrouver sur des questions de style si vous voulez, avec, tout à l'heure j'ai insisté avec une notion particulière qui est celle de la grandeur ou de la majesté du peuple romain. J'ai insisté tout à l'heure sur la difficulté qu'il y a à voir ce qu'est ce peuple, puisqu'il y a des définitions qui sont différentes selon l'angle qu'on approche. Et pour nous, les distinctions entre plèbes et patriciens, par exemple, elles sont juridiques, elles sont formulées par les juristes classiques. Donc on n'a pas de marge de manœuvre pour cela. Mais il est clair qu'on cherche des moyens d'expression de cette totalité, et on les trouve en particulier, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Brice, dans le domaine de la politique étrangère. C'est dans le domaine de la politique étrangère que le peuple romain s'exprime d'abord et s'éprouve d'abord comme une totalité. C'est lui qui fait la guerre, c'est lui qui signe les traités. Et c'est dans les traités qu'il passe avec les peuples qu'il a vaincus, avec les peuples avec lesquels il s'allie, qu'on voit apparaître cette notion de majesté du peuple romain. C'est-à-dire ceux qui passent des traités avec lui s'engagent à respecter la grandeur, la supériorité du peuple romain. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Et il va y avoir, au tournant du 2e et du 1er siècle avant notre ère, sous la République, une inflexion très intéressante de ce mot. C'est-à-dire qu'au départ, donc, c'est la supériorité du peuple romain sur ses partenaires, et puis vous allez avoir un tribun de la plèbe d'inspiration populaire qui va avoir l'idée de transposer cette notion de majesté du peuple romain dans le droit criminel interne à Rome, et qui va dire, attention, on va pouvoir accuser aussi d'atteinte à la majesté du peuple romain, non seulement les partenaires infidèles ou les ennemis, mais aussi ceux qui empêchent, par exemple, un tribun de la plèbe de saisir ses assemblées et d'agir avec elles. Et ça devient un tribunal permanent. Et donc, on a une idée que la grandeur du peuple romain va pouvoir s'appliquer, si vous voulez, dans le jeu de la politique intérieure, avec des implications criminelles très graves, des condamnations. Et il va y avoir cette astuce qui a été mise en place par les popularistes, une contre-astuce des optimates, qui vont décider que très, très juste, d'accord, on va accepter ça, mais cette majesté du peuple romain, on va mettre à nouveau quelque chose d'autre derrière. Et cette quelque chose d'autre derrière, ça va être des irrégularités institutionnelles, etc. Si bien que le tribun de la plèbe qui a eu cette idée, qui s'appelle Saturninus, d'introduire la majesté du peuple romain dans le jeu interne, va être lui-même attaqué et condamné au nom de ces entorses à la majesté du peuple romain. Il va être considéré comme un traître. Et cette idée du peuple romain et de sa grandeur va se perpétuer pendant toute l'histoire républicaine, et puis elle va glisser au fur et à mesure vers l'idée de la majesté, ça va être quelque chose de très important, de la majesté de l'empereur et de la famille impériale, au sens où ils sont d'abord essentiels à la communauté. Et c'est de là que vous allez voir émerger la notion de crime contre la majesté, qui deviendra la lèse-majesté, qui sera ensuite un outil d'épuration. Donc voilà, vous voyez comment à partir d'un thème commun, d'une valeur reconnue par toutes, vous avez d'abord deux colorations, deux interprétations différentes, et puis l'interprétation passe dans le droit commun et finit par devenir tout autre chose dans l'histoire politique et criminelle occidentale. Sans faire d'amalgame anachronique, cette idée de majesté du peuple, finalement, elle est aussi utilisée par Crispi, dans la mesure où il exalte sa propagande, sa communication, on pourrait dire, pour employer un mot justement anachronique, est quand même centrée sur son rapport de plus en plus direct, peut-être, avec les Italiens. Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, s'il ne faut pas le dire... C'est un peu instrumental. Il faut me corriger. L'usage par Crispi de la notion de peuple est un peu instrumental, et on va essayer de voir pourquoi. D'abord parce que Crispi est un homme du XIXe siècle, et lui aussi distingue très clairement, mais un peu différemment de ce que Marc nous a expliqué tout à l'heure, le peuple
entre guillemets, politique, douée de raison, hein, et la plèbe. Mais la plèbe, pour même un républicain du XIXe siècle, et surtout un républicain devenu monarchiste, c'est une plèbe, ce qu'il appelle lui-même une plèbe inerte. Une plèbe inerte, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas d'éducation, qui ne savent ni lire ni écrire, et qui ont vécu sous un joug assez dur pendant des siècles. Par conséquent, c'est moins un appel au peuple qu'une idée d'éduquer le peuple. Et d'éduquer le peuple, d'autant plus que Marianne l'a rappelé, mais il faut insister là-dessus. C'est-à-dire, par exemple, la différence avec Boulanger et Crispi, c'est que Boulanger, le général Boulanger, il est dans un État où il y a le suffrage universel. En Italie, jusqu'en 1912, enfin, en gros, on a 8%, maximum 10% de la population qui vote, et encore moins qui est éligible. Donc l'appel au peuple, oui, mais à quel peuple? Et si c'est au peuple politique, c'est à fort peu de monde. Donc pour répondre à la question posée, je voudrais différencier finalement les moyens de parler au peuple et le contenu du discours au peuple. Les moyens sont des moyens qui sont évidemment inscrits dans ce qu'on pourrait appeler une modernisation de la politique et l'avènement d'une politique destinée à un plus grand nombre, dont un plus grand nombre qui ne lit pas. Donc si effectivement il y a des journaux, hein, et Crispi va énormément s'appuyer sur la presse, dans le même temps, il est évident qu'il ne touche par ce biais qu'une, disons, catégorie assez minime, même s'il faut se rappeler que les journaux étaient lus oralement, généralement dans des assemblées, enfin on prenait le journal et puis celui qui lisait. Donc voilà, il faut multiplier un petit peu le nombre de personnes qui sont effectivement, qui reçoivent ces discours politiques, mais ça fait quand même pas énormément de monde. À côté de cela, Crispi va beaucoup s'inspirer d'un acteur essentiel et dont on ne parle pas beaucoup dans cette table ronde, qui est l'Église. L'Église qui, depuis des siècles, sait parler au peuple, a des moyens de parler au peuple qui sont désormais éprouvés et qui reposent sur docere et muovere, enseigner et émouvoir. Et de ce point de vue-là, les hommes politiques du Risorgimento, mais surtout de l'Italie libérale, vont, bien qu'étant à front renversé avec l'Église catholique, comme vous le savez, vont emprunter beaucoup dans des cérémonies publiques, un culte civil qui va être mis en place petit à petit et auquel ils vont tenter de donner de plus en plus de lustre, même si c'est une opération parfois complexe, une monumentalité publique, des rituels politiques, des voyages, qu'on pourrait appeler presque des voyages de possession, dans le pays pour que à la fois les ministres et Crispi en particulier, mais aussi les monarques, se fassent connaître de la population. Donc, je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples, mais par exemple, Crispi, pour revenir à lui, est l'instigateur, d'une part, de l'installation à Rome, au Campo dei Fiori, de la statue de Giordano Bruno brûlé par l'Église catholique, et pour le 500e anniversaire, il exige de la commune de Rome qu'on achète un petit peu d'espace et qu'on mette cette statue, donc c'était vraiment un acte politique fort, mais aussi, par exemple, c'est lui qui va s'employer à ce que l'Italie unifiée ait un véritable Parlement. Jusque-là, le Parlement était dans la curie ancienne, enfin, était très très mal installé, et c'est lui qui va vouloir, donc, dans une volonté à la fois politique et nationalisatrice, va vouloir ériger un Parlement à Rome qui soit digne de la monarchie parlementaire. Bon. Donc des moyens, si vous voulez, des moyens politiques qui ne sont pas radicalement différents de ce qu'on voit dans l'Europe du XIXe siècle, mais auxquels cet homme politique va s'employer avec cette volonté de nationaliser la nation et de nationaliser également la monarchie. Le contenu du discours au peuple que Crispi, mais pas seulement lui, mais que Crispi, disons, va mettre en œuvre, je dirais qu'il est d'une certaine façon
axé autour de deux choses, et de ce point de vue-là, on se rapproche des populismes ou des appels au peuple plus contemporains. D'abord, le procédé rhétorique facile qui est d'opposer eux et nous. Il va, d'une certaine façon, radicaliser les oppositions à l'œuvre dans l'Italie de la fin du XIXe siècle, de manière, si vous voulez, à clarifier le débat politique et pouvoir, et c'est le deuxième volet de ce discours populiste, de manière à pouvoir s'ériger en lui et la monarchie, en personnages super partes, au-dessus des partis, donc capables de réunifier la nation. Donc on a là, si vous voulez, des procédés rhétoriques servis par les outils de la politique crispienne, mais qui sont tout à fait repérables. Ancrage, radicalisation, si je puis dire, du discours politique, et en même temps, présentation de Crispi et avec lui de la monarchie comme étant les seuls capables de réunifier une nation encore extrêmement fragile, rappelons-le. Un exemple de, si vous voulez, l'alliance entre ce discours et les moyens de communication politique, appelons-les comme ça, pour l'époque, c'est par exemple toute l'iconographie qui se met en place à l'époque, où on va voir rassembler comme étant une forme d'incarnation de l'Italie des hommes politiques aussi différents que Mazzini, Garibaldi, Cavour, Victor Emmanuel. Politiquement, c'est une aberration, mais ça permet d'une certaine façon de donner à voir une forme de pacification politique. Ceux qui veulent rester en dehors, les socialistes, les anarchistes, sont effectivement poussés en dehors de ce fort joli tableau de famille, si vous voulez. Merci. Alors, là aussi, on va continuer à remonter le temps et se poser les mêmes questions du « eux » et du « nous », de la majesté, au sens qu'a défini Arnaud, du peuple romain, tel que tout ça peut apparaître dans le discours du mussolinien. Et non, c'est une question extrêmement large et je pense qu'il faudrait 10 heures à Marianne pour nous en parler, mais en condensant un tout petit peu, en schématisant un peu, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours à destination du peuple de Mussolini? Alors, effectivement, le « eux » et « nous » est absolument structurant dans la rhétorique et dans l'idéologie fasciste. On distingue traditionnellement le fascisme mouvement du fascisme régime, c'est-à-dire l'idéologie et le discours fasciste en amont de la prise du pouvoir, puis ce qui suit donc la marche sur Rome. En amont, je l'ai déjà dit en grande partie, le nous, c'est le peuple des tranchées, donc c'est la tranchéocratie qui devient immédiatement après la guerre, le peuple donc des anciens combattants, et ce peuple qui n'a pas eu satisfaction à l'issue de la guerre, en particulier parce que Mussolini a cette trouvaille formidable de parler de victoire mutilée, parce que l'Italie n'a pas obtenu les fameuses terres irrédentes qui avaient été à l'origine donc de son entrée en guerre aux côtés de l'Alliance. Et donc, nous, c'est ce peuple qui a souffert, qui a combattu, qui s'est sacrifié et qui n'a pas obtenu en retour ce qu'il espérait. Et eux, ce sont déjà les puissances, les démocraties donc, qui ont organisé le monde d'après-guerre, et la classe politique qui n'a pas su, au fond, défendre les intérêts de l'Italie. Alors, à ce moment-là, se met aussi une autre forme du « eux » et « nous », c'est les vrais Italiens, donc sont les fascistes, par rapport aux traîtres à la nation. Et là, il y a quelque chose de singulier pour l'Italie, qui est qu'en Italie, les socialistes sont restés sur une position de neutralisme pendant la guerre, sauf une minorité dont Mussolini était le premier représentant. Et du coup, cela permet de combattre les socialistes en les présentant comme des traîtres à la nation. Ils ont néanmoins combattu comme tout le monde, mais cela, évidemment, semble donner du poids donc, à ce discours de dénonciation. Alors après, une fois que le fascisme est au pouvoir, cette
logique schmittienne, hein, ami-ennemi, elle se poursuit bien évidemment, et elle devient d'autant plus nécessaire que peu à peu, alors il y a débat entre les historiens là sur le fait de savoir si c'est présent d'emblée dans le fascisme ou s'il y a quelque chose d'évolutif dans le fascisme. Moi, je penche plutôt pour la deuxième option, c'est-à-dire qu'on assiste à une radicalisation et à un rêve totalitaire qui se construit peu à peu. Mais ensuite, effectivement, ce donc, va prendre différents visages qui seront les visages de l'ennemi. Ennemi qui est nécessaire non seulement pour souder les rangs, définir cette société fasciste, mais aussi comme contre-type de l'homme nouveau que le régime cherche à construire. Et ce projet de fabrication d'un homme nouveau, mais qui est un homme pluriel, qui est un homme masse, hein, donc qui est finalement l'image stéréotypée du représentant du peuple. Donc, eh bien, les ennemis servent précisément donc, à la construction en négatif de cela. Alors, qui sont ces ennemis? Ce sont d'abord les antifascistes, ce sont les francs-maçons, ce sont les socialistes. Alors, c'est assez intéressant de voir comme le cercle, dans la phase de conquête du pouvoir des ennemis du fascisme, s'élargit des communistes bientôt à une partie même des libéraux et de la droite. Donc, ce sont ensuite les partisans de la Société des Nations, les pacifistes, car assez rapidement le fascisme se pose en force belliciste, puis les ennemis des fascismes en général au moment de la guerre d'Espagne, et les Juifs à partir de 1938. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais dans une logique, si vous voulez, de radicalisation permanente du régime, à un moment en 1937-1938 où il n'y a plus d'ennemis puisqu'ils sont en exil ou en prison, tous les antifascistes, le seul ennemi possible et probable, eh bien, dans un contexte où toutes les dictatures d'extrême droite sont en train de devenir aussi antisémites, ce sont donc les Juifs. Voilà, donc effectivement, cette opposition entre eux et nous, elle est destinée à souder le peuple, à souder la nation, et il y a tout un registre langagier qui est assez intéressant de ce point de vue-là, pour parler de la nation dans la langue fasciste. C'est la nation granitique, granitique, c'est-à-dire une roche qui ne peut absolument pas se fracturer. Ce sont des foules qui sont océaniques, parce que c'est pareil, l'océan, on ne peut pas finalement le désagréger, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Alors après, puisque la question portait, je crois, sur le discours, je ne sais pas, est-ce que je peux dire 2 mots encore? Oui. Donc, Mussolini a une stratégie très habile, qui est qu'il se présente, ce qui est d'ailleurs pas faux, lui-même, comme étant issu du peuple. Alors, il a rompu, il a trahi le Parti socialiste, il a été exclu du Parti socialiste. Mais en même temps, on rappelle quand même autour de lui qu'il vient du socialisme, et ses biographes qui apparaissent très très tôt le présentent comme un homme du peuple, fils de forgeron. Sa maison à Predapio est effectivement une maison relativement modeste. Donc, dans sa biographie, cela va être mis en évidence et va jouer un rôle important. Ensuite, Mussolini va inaugurer une politique de communication qui rompt, je pense, de ce point de vue-là, avec ce qu'avait été la classe, je me tourne vers Catherine, avec celle de la classe politique libérale, en se transformant en une espèce d'homme-orchestre qui va vers le peuple, donc qui vit comme le peuple, donc qui va danser dans les fêtes de village avec les paysannes, ce qui n'est pas pour lui déplaire parce que c'est un homme à femme, qui et c'est un euphémisme que de dire ça, qui se met torse nu au moment des moissons à une époque où c'était encore assez peu répandu, pour montrer
qu'il est comme les paysans, alors que les paysans, ils ne sont pas fous, ils gardent leur veste parce qu'ils savent ce qu'est le soleil en Italie. Mais bon, donc ce qui est intéressant, je crois, et ça renvoie aussi au populisme, c'est que le populisme fabrique une idée du peuple, et fabrique une image du peuple à laquelle il se conforme. Voilà, donc je dirais cette façon de Mussolini aussi de se mettre en scène par une habile politique de communication est aussi absolument essentielle donc, dans ce discours. Alors ensuite, quand le fascisme est au pouvoir, eh bien, évidemment, le peuple est un objet de préoccupation constant que l'on doit domestiquer, que l'on enrégimente donc, dans des organisations de masse, du berceau au cercueil, des organisations de jeunesse, d'étudiants, les corporations, le Dopo Lavoro, qui est une organisation de loisirs, etc. etc. Il y a aussi une politique de communication très moderne de ce point de vue-là, qui déjà fait appel à ce qu'on va appeler les industries culturelles, en s'appuyant sur le cinéma, que Mussolini définit comme étant l'arme la plus forte. Il parle d'armes, ce n'est pas un hasard. En diffusant des postes de radio au sein de la population, des petits postes de radio bon marché, Balil, qu'on appelle les Balil, pour diffuser des informations. Alors, il y a une autre chose assez intéressante dans cette politique du fascisme, c'est l'image que l'on veut donner du peuple. Et il y a cette idée qu'il faut réparer une certaine image du peuple, et en particulier des migrants. Car, comme vous le savez, à partir de la fin du XIXe siècle, il y a eu une grande émigration à la fois européenne et transocéanique de gens qui partaient parce qu'ils n'avaient simplement pas les ressources comme les migrants d'aujourd'hui pour vivre donc, dans leur pays. Et Mussolini, alors les flux migratoires à partir des années 20 sont stoppés par les puissances qui accueillaient les migrants, en particulier les États-Unis accueillent donc de moins en moins de migrants. Alors Mussolini va essayer de ce point de vue-là de faire de nécessité vertu en disant que c'est l'Italie fasciste qui ne veut plus envoyer d'Italiens de par le monde parce que ça affaiblit la nation et parce que aussi comment dirais-je, le fait d'avoir des migrants est un indice donc, de faiblesse de la nation. Et alors il reconstruit un discours sur les Italiens, on ne parle plus de migrants, il est interdit d'employer le mot dans les articles de journaux, on parle désormais d'Italiens à l'étranger, et il y a toute une propagande qui met l'accent sur ce qu'ont été les élites de cette émigration dans le passé. Et donc les Italiens deviennent un peuple de conquérants, de navigateurs, d'artistes. Donc on met l'accent sur les artistes à l'époque de la Renaissance, sur les navigateurs, etc. Voilà. Donc l'Italie comme étant porteuse, effectivement, Marc me souffle, d'une civilisation. Comment ? C'est sur le palais de la civilisation. C'est sur le palais de la civilisation, mais il y a aussi cette idée que, le palais de la civilisation qui est à Rome, dans le quartier de Léour, ce qu'on appelle aussi le Colisée carré. C'est un bâtiment, tous les leaders néofascistes vont en général, mais pas seulement, de droite, Berlusconi l'a fait aussi, vont en général donner des interviews au pied donc, de ce bâtiment. Voilà, bon, il y aurait beaucoup à dire, mais j'ai certainement été déjà trop longue. Au contraire, tu as mis des fils qu'on va pouvoir tirer avec Marc. Moi, j'aurais eu envie de parler de la tranchéocratie, qui y avait une expression politique en France aussi, à travers un mouvement qui était le mouvement le plus populaire des années 30, qui s'appelait les Croix de Feu, qui était un mouvement d'anciens combattants. Et c'est par hasard si ces Croix de Feu, ensuite, ces militants de ce parti social français, plus de 800 000 adhérents, se retrouvent beaucoup ensuite dans le RPF du général de Gaulle, sous la 4e République, dans cette continuité idéologique qui est intéressante. Mais je ne vais pas vous entraîner sur le terrain français parce qu'il y a énormément de choses à dire avec Marc sur la question évidemment de cette résurgence autour du thème du eux et nous, autour du thème de la fabrication du peuple, parce qu'on retrouve aussi tout ça. Et je voudrais que là, tu développes ça pour la période contemporaine. Vraiment, j'étais très intéressé par les interventions parce qu'on voit, pour paraphraser l'émission de Jean-Noël Jeannet, une concordance des thèmes. Et c'est vraiment
non pas des temps, enfin des temps et des thèmes. Alors, je voudrais prendre 4 points parce que sur le discours c'est évidemment la langue, bien évidemment, et alors je vais me concentrer là sur la Ligue de Matteo Salvini. C'est vrai qu'on voit une langue, ça avait été initié d'ailleurs par Umberto Bossi, le leader de la Ligue du Nord, qui est une langue politique différente de ce qu'on appelait en Italie classiquement le politiche aisé, c'est-à-dire, c'est une formule de Pasolini, ce langage un peu hermétique, très compliqué à comprendre des hommes politiques italiens. Alors j'ai déjà cité ailleurs cette formule, hein. La plus emblématique, c'est celle du démocrate chrétien Aldo Moro dans les années 60, au moment du rapprochement avec les socialistes, des convergences parallèles. Donc vraiment, il faut être capable de comprendre ce que ça veut dire. Et puis aussi d'une certaine rigidité vestimentaire. Et effectivement, le discours aujourd'hui de ces populistes, et notamment de Salvini, c'est la simplification, la démagogie, la provocation permanente, mais aussi la vulgarité. Ça, c'est très important, la vulgarité. Marianne, dans une autre table ronde, insistait chez Berlusconi sur les plaisanteries, à la fois sur les femmes, en général de très mauvais goût, complètement de mauvais goût, où tu disais aussi parfois xénophobe, voire à la limite du racisme, mais c'est aussi la vulgarité, parce que la vulgarité, et ça on retrouve dans toutes les formes du populisme aujourd'hui contemporain, c'est la marque de l'authenticité. S'il est vulgaire, c'est qu'il pense comme nous. Alors que les autres, qu'est-ce qu'ils expliquent ? C'est que c'est compliqué, ils ont un langage justement plus raffiné. Or, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le populisme, c'est la simplification. Mais le langage, c'est aussi ce qui vient d'être dit, c'est le langage corporel, ce qu'on appelle en anglais, Jean-Noël Jeannet n'est pas dans la salle, donc je peux le dire, body language. Donc il déteste qu'on dise ça, mais ça compte beaucoup. Et ce que vient de dire Marianne, on sent, et je ne dis pas du tout que Salvini est Mussolini et qu'il est fasciste, on a eu souvent des discussions, Marianne et moi, dans d'autres séminaires sur ce thème, mais ce qu'elle a rappelé sur le torse nu, par exemple, de Salvini, qui en joue beaucoup, chaque été il est sur les plages, évidemment, dans la mémoire d'une partie de l'opinion publique italienne, c'est des messages subliminaux, voire explicites, à ce qu'elle vient de rappeler, avec en même temps des différences, parce qu'il y a à la fois la virilité, mais il y a aussi l'idée « je suis comme vous hein, ». C'est vrai que j'ai un peu de ventre et je le montre, alors que Mussolini a essayé de montrer justement l'homme athlétique pour montrer sa supériorité. Hein, il fallait durcir le peuple italien. Non, le discours du langage corporel de Salvini, c'est de dire « je suis comme vous » et comme un bon Italien, c'est la conception, moi, que j'appelle du peuple plebs. C'est je suis comme vous, je suis sur la plage, je bois un mojito, je regarde des filles dévêtues en train de danser et je montre un peu voilà, ma petite bedaine. Donc c'est tout à fait important de ce point de vue-là pour lui. Deuxième réflexion, oui, Jean, tu as raison, et je me retrouve vraiment dans ce qui a été dit. Ami-ennemi, c'est le carburant du populisme. Alors pour le moment, cette figure de l'ennemi est une figure, c'est la différence, hein, c'est adversaire avec lesquels on peut discuter, on respecte, on gagne, on perd. L'ennemi, c'est normalement on l'élimine. Alors pour le moment, cette élimination est symbolique, évidemment, mais on voit très bien les ennemis des populismes italiens, et notamment donc encore une fois de la Ligue, c'est les autres partis politiques, c'est la classe politique, c'est les autres partis, mais c'est aussi l'Union européenne, et puis c'est Emmanuel Macron et Angela Merkel. Hein, c'est deux figures, et donc en jouant sur le nationalisme, la France nous donne des leçons, l'Allemagne aussi, et donc de rejouer sur des vieux sentiments qui s'ancrent depuis l'unité italienne, Catherine, de ce rapport compliqué au moment de l'unité italienne avec l'Allemagne, avec la France, et on refait jouer, me semble-t-il, ces vieilles questions de rivalité entre Italie et le reste des pays, enfin deux des grandes puissances européennes. Et puis c'est des ennemis horizontaux, effectivement. Pour la Ligue du Nord, dans un premier temps, c'est les terroni, c'est-à-dire les cutéreux du Sud. Et maintenant, enfin déjà à l'époque et encore plus maintenant, c'est plus les méridionaux, mais c'est les immigrés. Les immigrés avec un amalgame entre trois catégories, trois réalités socio-démographiques. D'une part, l'immigration régulière, qui est en Italie. D'autre part, l'immigration clandestine, très visible, parce qu'évidemment, c'est surtout des Africains et qui vivent de petits métiers. Et puis, c'est les migrants arrivés dans les conditions dramatiques entre 2014 et 2017 et encore un peu aujourd'hui, et pour lesquels l'Italie s'est sentie abandonnée. Puis, je voudrais insister sur l'idée que tu as soulevée, Catherine, au rapport à la religion, parce que je crois que le populisme, d'un côté, c'est le peuple Dieu, c'est-à-dire au sens de la sacralisation du peuple. Et ça, c'est un élément très important dans la Ligue. Et pour Matteo Salvini maintenant, c'est aussi le peuple de Dieu.
C'est-à-dire que dans sa conception du peuple, ça véhicule une conception de la nation. Ce qu'il propose comme conception de la nation, c'est une conception ethno-culturelle. Hein. On est italien par le sang, et puis parce qu'on se réfère à la religion catholique et la religion catholique traditionnelle. Donc il essaye de mettre ça sur pied, d'où, vous avez tous vu ça ces derniers temps, quand vous regardez un peu les images d'Italie, où il brandit un rosaire, il jure sur la Bible, il remercie la Madone, il embrasse des crucifix, alors que, bon, je le dis partout, hein, mais c'est pas un scoop, disons que sa vie n'est pas très chrétienne. Bon, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est parce que lui-même le met en scène, mais peu importe, il insiste là-dessus. Puis alors, je voudrais vraiment terminer sur une idée qui m'est chère, mais qui n'est qu'une hypothèse de travail. Parce que quand tu dis, Catherine, tu rappelles les conditions dans lesquelles Crispi évoluait, et tu rappelles ce très faible pourcentage de suffrage universel, cette conception un peu méprisante aussi du peuple, moi, je crois que ça a un impact sur la longue durée en Italie. Et que, moi, mon hypothèse de travail, je dis bien, je ne peux pas la démontrer pour le moment, mais c'est qu'il y a dans ce pays une séparation très forte entre une petite élite et une masse du peuple. Et j'en veux un indice quand même sociologique. L'Italie est le pays de toute l'Union européenne qui a le pourcentage le plus faible de gens ayant le niveau master, le pourcentage par rapport à la population en état d'avoir un master, moins de 19%. Et donc, ça veut dire qu'il y a une opposition de toute petite élite que nous connaissons, parce que c'est notre monde qui, justement, a fait des études supérieures, et une masse populaire qui, pour des raisons historiques, justement, bien sûr, est scolarisée, bien sûr, a beaucoup progressé, tout ce que l'on veut, mais où il y a cette opposition avec parfois, il faut le reconnaître, un grand mépris de l'élite classique italienne envers la populace, et particulièrement à gauche. C'est un témoignage personnel, donc je dis bien que c'est une hypothèse de travail. Combien de fois j'ai entendu des amis de gauche me dire « mais tu comprends rien à l'Italie, parce que nous, on a cette masse de peuple, tu comprends ? On n'a pas fait la Révolution française, on n'a pas une bourgeoisie forte, on n'a pas votre culture républicaine, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? En gros, on possède la vérité, mais malheureusement, on a cette population. » Dans ce cas-là, le peuple se venge, c'est vrai. Non. Oui, sauf si on sait lui parler. Pardon ? Sauf si on sait lui parler, car oui. Berlusconi a parfaitement compris ça. Voilà. Et l'usage de la télévision, pour ça, a été, disons-le, génial, même si on n'en est pas très ravis. Moi, je voudrais rebondir juste sur une chose, sur le body language. J'espère que... Mais effectivement, j'imagine mal Crispi boire des mojitos. Je veux dire, on n'est pas du tout sur une plage torse nu. Mais plaisanterie mise à part, il faut remonter peut-être d'un étage. Alors évidemment, avec des codes sociaux très différents, mais il y a quand même un phénomène, on va dire, de discours vers le peuple qui est celui entamé par la monarchie. Car la monarchie parlementaire italienne au XIXe siècle va justement se présenter non pas comme une monarchie empreinte de sacralité, mais au fond comme une monarchie bourgeoise. Donc voilà, il faut, je crois toujours, pour le XIXe, tenir ensemble le politique, en l'occurrence on s'occupe de Crispi pour l'instant, mais le politique et la monarchie au-dessus des partis, mais qui va quand même se présenter comme une monarchie un peu comme les Italiens, comme tous les Italiens, étant entendu que tous les Italiens, ce sont en fait les Italiens de la bourgeoisie, de la haute bourgeoisie italienne. Bon, la reine Marguerite fait de l'alpinisme, revêt son petit chapeau à plumes et va crapahuter dans les Alpes. Enfin, et là, on est dans des formes d'usage de soi, de représentation de soi et de loisirs qui sont ceux d'une partie de la population. Ces photos sont vendues dans des journaux, un peu type Point de vue, Image du Monde, si vous voulez. Donc, voilà, et là, il ne s'agit pas forcément d'un discours politique, mais il s'agit d'un discours de nationalisation, d'amener les Italiens à se reconnaître dans cette institution qui devient petit à petit celle de tous les Italiens. Voilà, mais effectivement, Crispi à la plage, non. Alors, bon, mon projet initial, c'était de faire un troisième tour de table pour essayer de parler un petit peu au fond de ce que donne
ces tenants du peuple, ces porte-parole du peuple, lorsqu'ils exercent le pouvoir ou comme ils tentent de le conquérir. Mais au fond, cette problématique-là, elle a été abordée déjà à travers les deux précédents tours de table, à travers les discours qui sont tenus, la manière de s'adresser au peuple. Bon, si c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer éventuellement à Crispi et à Mussolini, mais dans des conditions tellement différentes que je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant pour notre propos. Est-ce que Catherine a quelque chose à dire là-dessus ? C'est vrai que parler de conquête du pouvoir pour Crispi peut sembler un peu bizarre, mais si on prend ce personnage représentatif du XIXe siècle sur l'ensemble de sa vie, il y a quand même deux types de conquête du pouvoir. Paradoxalement, toute la partie républicaine de conspiration, etc., donc une prise de pouvoir qui échoue, mais qui est violente, conspirationniste, etc., et qui paradoxalement se fait peut-être au nom du peuple, mais dont le peuple est totalement absent. Hein. Et puis la deuxième période, celle, on va dire, institutionnalisée, où évidemment la prise du pouvoir, ce sont au fond les élections, et là où on voit bien se mettre en place un véritable système, si vous voulez, à la fois d'auto-représentation, je le disais, super partes. Donc ce n'est pas un homme de parti qui se présente de cette façon, quelqu'un qui est attentif aux besoins économiques et sociaux de la nation et qui va y répondre, quelqu'un qui a un passé de patriote, donc héroïque, un passé de leader, qui se présente avec une force morale très forte, et tout ce discours qui participe d'une stratégie de prise de pouvoir porté par un système de communication extrêmement élaboré pour l'époque. Et ça, c'est tout à fait surprenant. C'est-à-dire que non seulement Crispi a un journal, mais Crispi a une équipe qui lui écrit pratiquement son storytelling. Et ça, c'est une thèse récente qu'il a montrée. C'est assez rare à la fin du XIXe siècle d'avoir ce degré d'élaboration et surtout de conscience de l'importance d'une appelons-le comme ça, quand même, d'une communication politique avant la lettre aussi élaborée. Et ça fonctionne plutôt très bien, car reconnaissons que Crispi, finalement, va tomber sur un scandale financier, la Banca Romana, et un échec colonial qui... voilà, si on faisait l'histoire avec Dessy, mais s'il n'y avait pas eu cet échec d'Adoua, le prestige et la force de Crispi auraient été bien renforcés. Donc, si vous voulez, c'est intéressant de voir que la conquête du pouvoir au nom du peuple se fait absolument sans le peuple, par des conspirations minuscules et généralement vouées à l'échec, alors que la conquête du pouvoir dans un pays au suffrage censitaire, etc., est au contraire extrêmement élaborée et d'une certaine façon, me semble-t-il, assez moderne. Donc je ne sais pas si pour Mussolini... Oui, c'est ce qu'avait montré cette thèse de Sarah Trovalucci, à laquelle tu avais participé. Ce qu'on retrouve aussi dans le boulangisme, parce qu'il y a une circonstance, l'affaire des décorations, il y a un discours, il y a une autre circonstance qui est l'idée de la revanche sur l'Allemagne, et ça construit ce personnage et cet appel au peuple. Mais évidemment, ces stratégies de conquête du pouvoir, là aussi, ça demanderait des heures. Je vais demander que ce soit à Marianne ou à Marc d'en parler, mais assez brièvement pour qu'on puisse prendre les questions de la salle. En fait, je ne voulais pas parler de ça. Non, je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit avant, parce que ça me semblait intéressant de compléter sur la religion, le rapport à la religion qui est quand même assez décisif, effectivement. Mussolini, de ce point de vue-là, est un peu embêté parce que c'était un anticlérical farouche. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'excellent film de Bellocchio, comment ça s'appelle, Vincere, qui raconte les débuts du fascisme, où on voit Mussolini qui lance un défi, qui fait un meeting, et qui lance un défi en disant « Bon, si Dieu existe vraiment, qu'il me foudroie immédiatement,
et puis il attend, et puis il ne se passe rien, et donc la preuve est là que le Tout-Puissant n'existe pas. Bon, donc il arrive non seulement athée, mais vraiment anticlérical, et il comprend très rapidement, effectivement, que sans l'appui de l'Église, il n'a pas d'avenir, et donc c'est lui qui va organiser cette réconciliation donc, de l'Église et de l'État avec les accords du Latran. Mais ce qui l'ennuie quand même, c'est que l'Église ayant joué le rôle qui fut le sien dans l'histoire de l'Italie, eh bien, elle a effectivement, par toute une série d'associations, d'organisations, de la jeunesse en particulier, c'est presque comme un parti fasciste bis, hein, du point de vue donc, de la façon dont elle quadrille la société. Et il va y avoir un moment de grande tension entre le régime et le Saint-Siège à propos des organisations de jeunesse, parce qu'il ne peut pas, évidemment, après les accords du Latran, supprimer les organisations de jeunesse et plus largement les organisations catholiques. Hein. Et donc ça va subsister d'ailleurs toutes ces organisations, l'Action catholique en rapport avec le catholicisme, ça va rester comme une espèce de pôle de résistance passive à la fascisation donc, de l'ensemble de la société. Et l'accord qui est trouvé à propos de les organisations de jeunesse, c'est assez amusant, c'est qu'elles peuvent continuer à exister, mais à condition qu'elles ne proposent pas d'activités sportives aux jeunes, dont le monopole est réservé donc, aux fascistes. Et du coup, j'en viens à un autre angle qu'il faut quand même évoquer, parce qu'il y a eu une vraie, mais très brièvement, la question étant non pas comment conquérir le pouvoir, mais comment y rester, en se faisant aimer du peuple. Et deux choses qui sont assez étonnantes, je trouve. Alors peut-être que la première, Catherine va me dire, ça existait déjà sous la monarchie, mais vous pouvez, si vous êtes un citoyen lambda, un pauvre paysan des Pouilles affamé, écrire au secrétariat particulier de Mussolini qui vous enverra un subside. Mais ça c'est fait de manière systématique. Hein. Et la deuxième chose, quand même, c'est qu'il y a une réelle politique de démocratisation quand même de la culture sous le fascisme. C'est d'ailleurs ce que mettent en avance aujourd'hui ceux qui voudraient revenir au fascisme. Et là, c'est quand même une façon aussi donc, d'aller vers le peuple. Voilà. Merci. Alors, Marc, juste très rapidement. De cette conquête. Oui, la conquête. Les formations populistes d'aujourd'hui n'utilisent pas la violence. Et ça, c'est un élément de différenciation fondamental par rapport à la période 1919-1922, pour la conquête du pouvoir justement par Mussolini. Elle se présente aux élections. Et c'est un élément important. Mais plus que ça, je crois que la grande différence, c'est la manière dont ils utilisent les élections. Parce que justement, puisqu'ils invoquent toujours le peuple, leur grand argument, et c'est, me semble-t-il, une des différences, quoique le boulangiste, c'est un peu compliqué, mais avec la plupart des populistes antérieurs, c'est qu'ils se disent, eux, maintenant, les meilleurs défenseurs de la démocratie. Et ils expliquent aux autres, vous avez peur du peuple. Moi, j'ai pas peur. Et donc, on peut voter, on peut aller au référendum, puis on n'a pas encore, évidemment, dit cette énorme transformation dont on a parlé dans une autre table ronde, les réseaux sociaux, qui transforment tout dans le rapport des citoyens à la politique. Et donc, leur entreprise de conquête du pouvoir, c'est les élections, c'est aussi les réseaux sociaux, et c'est cette affirmation de dire, ben justement, nous, on est prêts à aller consulter régulièrement le peuple, parce que vous, les autres partis politiques, vous avez peur du peuple. C'est évidemment la grande caractéristique contemporaine de cet appel au peuple italien, qu'on retrouve aussi en France avec les mouvements qu'on connaît. Mais c'est vrai que, comme tu l'évoquais, Marc, c'est quelque chose qui existait déjà du temps où le suffrage universel, à différence de l'Italie, existait en France, avec le boulangisme. Les boulangistes s'appuient sur les élections pour prendre le pouvoir et se considèrent comme ceux qui défendent le peuple et qui veulent prendre la Bastille parlementaire, c'est-à-dire cette nouvelle aristocratie générée par la démocratie représentative qui n'est pas connectée aux besoins du peuple. Mais je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire de la Troisième République, mais bien pour vous donner la parole, en remerciant d'abord pour ce premier round les participants à cette table ronde. Et puis en vous donnant la parole, il nous reste encore un quart d'heure, et donc ils sont à votre disposition. Madame, peut-être. Alors je ne sais pas si... Je vais aller vous
Je vais faire la jeune fille de la maison, je vais vous passer. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Moi, j'ai dans la tête une des toutes premières interventions et interviews de Salvini qui disait que le peuple italien a besoin de normalité. Et dans son propos, moi, je lisais déjà une forme d'apologie de la médiocrité en réalité. Comment, à votre avis, Salvini peut imaginer représenter le peuple alors qu'il représente seulement la médiocrité du peuple? Bien, peut-être pour Marc. Alors, excusez-moi, mais c'est un jugement de valeur. C'est votre affirmation, c'est vous dites, il représente la médiocrité, parce que manifestement, vous n'aimez pas Salvini. Je ne crois pas de me tromper beaucoup. Je ne vous dis pas quel est mon sentiment, moi, mais je crois qu'il faut faire attention à cela. Là où je vous rejoins, si on laisse de côté la batoute, hein, la plaisanterie, mais c'est vrai qu'il veut donner une certaine représentation du peuple. C'est pour ça que je me permets, en m'excusant auprès de mon collègue, antiquisant et donc vrai scientifique, d'utiliser cette référence à la plebs, parce qu'encore une fois, ce qu'il veut montrer, c'est le peuple commun. En tout cas, comme disait Marianne tout à l'heure, cette construction qu'il propose du peuple, et nous, les gens du peuple, ben voilà, on est comme ça. On mange notre... Par exemple, sur Facebook, il y a un document très célèbre où il mange le matin sa tartine de Nutella. Et il dit, la journée commence bien. Bon, et ben ça a un impact considérable. Je fais comme presque tous les Italiens. Je ne sais pas s'ils mangent tous du Nutella qui n'est pas très bon, mais enfin, passons. Mais voilà, il a beaucoup joué comme ça, c'est sur ce qu'il considère être, lui, le peuple tel qu'il le construit et qui incontestablement a une audience. Alors, j'en profite pour dire tout de suite, et je ne suis pas plus long aux gens, que c'est quand même 33%. C'est énorme. C'est le premier parti politique, c'est un tiers des Italiens, mais c'est un tiers des Italiens. Et parce que lui, il prétend être comme tout populiste, j'incarne le peuple. Évidemment, il y a une diversité considérable et il y a les autres partis, que ce soit des partis proches de lui, Forza Italia, les Fratelli d'Italia, qui est un parti de type néofasciste, mais les partis de centre-gauche, le mouvement 5 étoiles, c'est aussi bien évidemment d'autres représentants du peuple. D'autres questions ? Vous avez évoqué tout à l'heure le faible pourcentage de titulaires d'un master. Est-ce que ce n'est pas dû à l'omniprésence ou à l'omnipotence ? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui parle? Je suis là, à votre gauche. À ma gauche? Là. Ah, pardon, merci. Tout à l'heure, c'est très désagréable, pardon. Non tout pas à l'heure, vous, mais le fait qu'on ne voit pas. Vous avez évoqué le faible pourcentage de titulaires d'un master tout à l'heure. Est-ce que le faible pourcentage de titulaires d'un master, ce n'est pas dû, quelque part, à l'omniprésence ou à l'omnipotence de l'enseignement catholique? Est-ce que c'est dû? Quelles sont les raisons de ce faible pourcentage de titulaires d'un master? Je n'ai pas entendu. Est-ce que ce n'est pas dû à quel enseignement? Est-ce que ce n'est pas dû à l'enseignement, parmi les raisons, à l'omnipotence de l'enseignement catholique? Non. Non. Il y a évidemment là je parle de l'enseignement supérieur. Il y a bien sûr des établissements, des universités catholiques, la grégorienne à Rome, mais je ne sais même pas si elles forment véritablement des étudiants. Il y a des institutions catholiques, mais la majorité des établissements universitaires, les grandes universités, sont des universités de masse, comme on dit. On peut aller faire ses études comme on veut. Il y a deux grandes écoles, plusieurs grandes écoles qui sont sélectives, comme par exemple à Milan, la Bocconi, ou à Rome, la Luis, mais c'est un enseignement de masse. Non, le problème, c'est que pour des raisons structurelles d'organisation de cet enseignement, effectivement, l'Italie n'a pas mis pour le moment la priorité dans la formation des étudiants et permettre à des étudiants d'avoir le plus haut niveau de qualification possible, absolument nécessaire dans nos économies d'aujourd'hui. Bon, mais encore une fois, je l'ai avancé comme hypothèse de travail. Il y a une circulation sans doute plus réduite de la mobilité sociale et cet écart, me semble-t-il, mais je sais que mes amis italiens qui ne sont pas dans la salle contestent mon hypothèse de travail. J'ai bien dit que c'est une hypothèse de travail.
Pour compléter peut-être la réponse, il y a quand même un gros problème de débouché aussi au sortir de l'université qui incite peut-être certains à ne pas s'engager dans cette voie parce qu'ils savent qu'elle ne mène nulle part, enfin qu'elle ne mène pas toujours quelque part en tout cas. Il y a aussi la nécessité pour les jeunes d'avoir des ressources leur permettant de faire des études. Alors il y a une politique d'implantation de petits centres universitaires qui leur évite maintenant de devoir quitter la maison pour aller dans des grandes universités. Mais je pense que ça joue aussi. Je crois que l'Italie est l'un des pays où les enfants restent le plus tard chez leurs parents, hein, ce qui est quand même l'indice aussi d'une situation économique moins favorable. Oui. Oui. Je voudrais poser ici. Je voudrais poser une question au dernier intervenant. Excusez-moi. Dans ce débat, on a peu parlé de la grande fracture entre le Nord et le Sud. Et ce serait intéressant quand même, puisque quand on réfléchit à cette problématique, elle a traversé aussi toute l'histoire de l'Italie. On a parlé de Crispi, on a parlé donc du royaume de Piémont-Sardaigne, on a parlé du fascisme italien dont la dernière phase se situe dans le Nord, et puis on parle aussi de la Ligue du Nord. Donc c'est quand même une composante importante qui mériterait d'être éclairée. Oui, alors c'était une très vaste question. Pour le 19e siècle, oui, effectivement, il y a la question méridionale qui se pose, mais dans ce qui serait un appel au peuple italien unifié par-delà la fracture nord-sud, donc on est dans l'ordre du discours hein, pour l'instant, deux remarques. D'abord, Crispi est sicilien. Hein. Donc il est sicilien, il va se pencher vers le sud pour proposer des formes de politique, on pourrait dire, compensatoires. Donc on n'est pas, si vous voulez, dans l'idée que le sud, ce sont des gens qui n'ont rien compris à la politique. Lui-même est sicilien, c'est un avocat sicilien. Quand il va être au pouvoir, il va se tourner vers le sud. En ce qui concerne donc cette monarchie italienne supposée rassembler les Italiens, il y a de manière très significative, le prince héritier sera le Principe di Napoli, prince de Naples, élevé à Naples, élevé à l'Académie militaire de Naples, et dont il dira qu'il a passé les plus belles années de sa vie à Naples, et qui sera aimé des Napolitains, mais ce qui ne veut pas dire aimer les Siciliens, car les Napolitains et les Siciliens, ce n'est pas la même chose. Voilà, donc bien sûr, il y a la question méridionale, mais dans un discours qui voudrait s'adresser à l'ensemble du peuple et des actions politiques, eh bien, il y a quand même des tentatives de réparation ou de compensation, et en tout cas de réintégration du Sud dans l'ensemble national, pour le 19e siècle, avec les moyens qui existent à l'époque. Oui, pour compléter la réponse de Catherine Brice, peut-être, vous avez raison, hein, c'est une question qui traverse toute l'histoire contemporaine de l'Italie. Dès la fin du 19e siècle, vous avez des penseurs qui sont en général des chercheurs de sciences sociales qu'on va appeler les méridionalistes, qui réfléchissent et des grandes enquêtes parlementaires aussi, qui réfléchissent à la façon dont on va pouvoir sortir donc le Sud de son arriération avec des explications qui sont quelquefois historiques et sociologiques, mais qui d'autres fois sont quasi racistes. Hein. Il existe une forme de racisme antiméridional qui se développe donc dès ce moment-là. Alors la question, elle va durer jusqu'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours aujourd'hui une fracture en termes de revenus très importante, d'emploi, de présence de la criminalité, de dégradation de l'environnement, etc., très importante donc entre le Nord et le Sud. Alors les gouvernements vont tenter d'agir effectivement et créer dans les années d'après-guerre una Cassa per il Mezzogiorno qui va quand même mettre énormément d'argent pour essayer justement de mettre en œuvre une politique d'infrastructure pour développer le Sud, mais la corruption d'une part et la présence d'organisations criminelles d'autre part va en partie contrarier ces objectifs. Cela dit, je me souviens, il y a 15 ou 20 ans, d'avoir assisté à un colloque où il y avait
avait une des grandes figures du méridionalisme qui disait quel chemin parcouru. Je veux dire, il faut imaginer entre la fin du 19e siècle, où les gens du Nord étaient épouvantés à l'idée d'aller dans le Sud. On voit ça bien dans le film Le Guépard de Visconti, où c'était l'Afrique, effectivement. Et ce qu'est le Sud aujourd'hui, bon là, la nationalisation, elle a quand même globalement fonctionné. Juste dernier point pour l'anecdote quand même. Il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que ce n'est pas toujours très connu, il y a eu un groupe séparatiste qui s'est développé en Sicile sous le nom de Levis, qui était une armée de volontaires pour l'indépendance de la Sicile, liée à la criminalité évidemment et au bandit Salvatore Giuliano, et qui voulait être rattaché aux États-Unis comme État, nouvel État des États-Unis. Bon, ce qui montre, vous voyez, que le problème n'a pas cessé d'occuper les esprits. Et deux observations pour là aussi compléter la réponse. La première, c'est que nos collègues sociologues et économistes nous disent qu'il n'y a pas un Sud aujourd'hui et qu'il y a une diversité des Suds. Il y a des zones même de développement du Sud, une partie dans les Pouilles, une partie du côté de la région de Catagne avec des entreprises qui se développent. Bon, donc de réifier comme ça l'ensemble Sud contre le Nord suppose véritablement beaucoup plus, enfin nécessite d'avoir beaucoup plus de nuances. Mais cela dit, l'opposition, c'est vrai, elle s'est même pour beaucoup d'économistes aggravée entre le Sud et le Nord du point de vue de tout ce que tu as dit, la situation de l'emploi, les inégalités sociales, les inégalités culturelles, le fait que de nouveau il y a un mouvement de migration vers le Nord des jeunes méridionaux, et dans les 120 000 Italiens qui quittent l'Italie chaque année dans un pays où le solde naturel est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de morts que de naissances, il y a plus de 67 000 diplômés, justement, dont beaucoup sont originaires du Sud. Et la deuxième observation, c'est que la grande transformation sur cette question méridionale vient de la Ligue du Nord, parce qu'elle transforme ce vieil antagonisme social, culturel, ces tensions, en une ressource politique, en disant il faut qu'on se sépare du Sud de l'Italie. Et aujourd'hui, dans la Ligue, il y a une tension interne entre Matteo Salvini, qui veut faire une politique nationale, qui oublie tout ce qu'il a dit d'horreur sur les gens du Sud. Terone, il est un napolitain qui pue, excusez-moi, puisqu'il y a une YouTube très célèbre où on le voit chanter cette chanson. Et une partie de la Ligue du Nord classique, ce qu'on appellerait, en faisant allusion à un mouvement corse, le canal historique de la Ligue du Nord, qui dit non, il faut continuer à faire l'autonomie. Donc il y a des tensions aussi internes au sein de la Ligue. Dernière question. Alors, dernière question, merci. Je voulais d'abord remercier tous les intervenants parce que vous êtes tous brillants. Je voudrais poser une question à l'un des intervenants qui tout à l'heure a dit que, je pense en parlant de Salvini, qu'il n'usait pas de violence pour accéder au pouvoir. Moi, je voudrais vous interpeller sur le fait que ne pensez-vous pas que le paysage sémantique que Salvini construit révèle quand même une violence inouïe, et donc la violence des mots constitue néanmoins une violence en soi. Je voulais avoir votre commentaire. La réponse est oui. Non, je faisais allusion à la violence physique qui n'est pas utilisée. Il ne faut jamais oublier que la Ligue du Nord, lorsqu'elle se constitue, s'organise avec des milices qui ont une chemise verte que Salvini a portée longtemps, qui patrouillent dans les rues, mais où il n'y a, à part une fois où il y a une tentative assez ubuesque de prendre avec une sorte de char d'assaut fictif qui avait été Piazza San Marco à Venise pour essayer de faire un coup d'État à Venise, mais qui vraiment était assez parodique. Il n'y a pas eu jusqu'ici utilisation de violence physique. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, il introduit une violence symbolique, une humiliation permanente. Ça avait commencé, à vrai dire, avec Silvio Berlusconi. Et ça avait commencé avec Berlusconi. Et de ce point de vue-là, il est dans la continuité. Mais vous avez tout à fait raison. Bien. Alors, je n'userai pas de violence, mais pour vous dire que c'est terminé. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'évacuer l'hémicycle par les escaliers du haut.